Bienvenue à cette session oncologie thoracique de ce post-ASCO 2020. C'est la session des hommes cravatés, enfin pour ce qui concerne les orateurs. Et donc on va parler à la fois bien sûr d'immunothérapie, de thérapie ciblée. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles au cours de cette décennie pour les tumeurs thoraciques, tout particulièrement pour le cancer bronchique. On va voir si ça a été de nouveau le cas à cet ASCO. Je suis entouré par le professeur Benjamin Besse, ici à ma gauche, et par le docteur David Planchard, ici à ma droite. On commence tout de suite avec l'immunothérapie. Benjamin, tu nous fais un petit tour? On va parler d'immunothérapie et d'immunothérapie de première ligne avec deux grandes parties dans ce topo. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le cancer bronchique à petites cellules, qui a aussi des nouveautés avec l'immunothérapie. Alors, vous savez que le cancer bronchique à petites cellules, c'est 14% de nos cancers bronchiques au diagnostic. Ce sont surtout des patients fortement tabagiques. Et la question qu'on va se poser pour le cancer bronchique à petites cellules, c'est la confirmation du rôle de l'association chimio-immunothérapie en première ligne. On a une drôle d'étude présentée. Je trouve que cette phrase, c'est une étude positive-négative et assez juste. L'étude Keynote 604 a comparé chez des patients atteints d'un cancer bronchique à petites cellules métastatiques une association classique de chimiothérapie, étoposide celle de platine placebo, ou la même chose avec du pembrolizumab, et le pembrolizumab était ensuite maintenu. Le plan statistique est assez complexe avec plusieurs analyses intermédiaires qui a conduit à diminuer le niveau de significativité du petit p. Le premier critère de jugement était la survie sans progression, positif, avec des courbes qu'on connaît. Et puis, le second critère de jugement principal, la survie globale, lui, alors que le petit p est inférieur à 0,05, est négatif suivant le plan statistique. Mais si l'on compare ces courbes aux courbes qu'on connaît, alors vous avez en haut à gauche la courbe classique de l'atezolizumab, la première immuno qui a été montrée positive. Ensuite, sur la droite, celle du durvalumab. Et puis celle de la keynote dont on vient de parler en bas à droite. Vous voyez que c'est des formes de courbes qui sont exactement similaires, avec un message qui est que probablement 10% de ces patients ont un réel bénéfice, puisque quand on a des courbes de survie un peu en plateau, on voit que le delta avec la courbe contrôle est de l'ordre de 10%. On a eu aussi une nouvelle donnée, c'est l'intérêt des anti-CTLA4. Et la courbe qui est en haut à droite est la première présentation du troisième bras de l'étude avec le durvalumab, qui a comparé une chimiothérapie standard étoposide platine à un triplet, un quadriplet, étoposide platine, durvalumab, tremelimumab. Et vous voyez que la courbe est globalement similaire par rapport à celle qui est juste à côté avec le durvalumab seul. Benjamin, est-ce que, je t'interromps, est-ce que il est prévu de suivre ces études à très long terme, sachant que ça coûte de l'argent, mais on a l'impression de voir, en particulier peut-être sur un ou deux de ces essais, peut-être un plateau et donc peut-être des vrais patients guéris qui sont rares dans le petite cellule, peut-être 10%, et là, dans un ou deux essais, peut-être 20%. Tu sais si on va avoir cette information sur le long terme? On aura du suivi à long terme et si on compare au nombre de petites cellules, on a 20% de taux de réponse avec une monothérapie chez des patients pré-traités, 10% dans le petite cellule, et c'est vraiment ça qu'on retrouve en plateau, et on peut espérer qu'il y ait 10% de patients avec un cancer bronchique à petite cellule qui ait une survie très prolongée. On passe donc au récap, simplement pour dire qu'aujourd'hui, on peut prescrire en première ligne étoposide platine atezolizumab. On a une AMM, un remboursement en France. Le durvalumab devrait arriver, il a un remboursement aux États-Unis, mais on devrait l'avoir rapidement en Europe. Je passe maintenant aux données dans le non à petite cellule, et là, on pose une question différente qui est le rôle de l'association immuno-immuno, et c'est essentiellement l'association ipilimumab-nivolumab dont on va parler. Dans le cancer bronchique non à petites cellules, l'association chimio-immuno est maintenant un standard. 4 designs totalement superposables, 3 avec atezolizumab, 1 avec pembrolizumab, qui a comparé en première ligne chez des patients non traités une association de chimiothérapie avec ou sans immunothérapie. Et pour ces 4 études, on a des courbes de survie assez superposables et un net bénéfice à l'association chimio-immuno, qui est maintenant un standard en première ligne thérapeutique. Là, ce sont des courbes pour les cancers non épidermoïdes.
Alors, dans ce contexte, donc, en France, on peut prescrire le pimbrolizumab, qui est le seul qui a une AMM et un remboursement, en non-épidermoïde et en épidermoïde. Dans ce contexte, comment on intègre les associations ipilimumab-nivolumab? Alors, on voit pour la première fois les résultats d'une étude assez étonnante, 9LA, qui a comparé un bras contrôle assez classique, qui est 4 cycles de chimiothérapie, à une association IPI-Nivo, mais qui va être boostée par 2 cycles de chimiothérapie concomitants en tout début de prise en charge. Donc, on a un quadriplet pour 2 cycles, et ensuite, on continue IPI-Nivo. L'étude est positive sur la survie globale avec un hazard ratio assez joli, autour de 0,6, sur donc, le critère principal de jugement qui a été la survie globale. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette étude? Alors, la première réaction, c'est qu'elle a été créée à un moment où la chimiothérapie était le standard. Aujourd'hui, ça n'est plus le standard et on a envie de savoir qu'est-ce que ça ferait en face d'une association chimio-immuno qui a probablement un profil de tox différent parce qu'on sait que dès qu'on rajoute l'ipilimumab, on augmente les toxicités liées aux maladies auto-immunes. Alors si je reprends cette étude et que je m'intéresse à un sous-groupe qui sont les non-épidermoïdes, alors c'est joli, hein, on a une survie globale qui passe de 11,9 à 17 mois, on pourrait la comparer à l'étude Princeps, la Keynote 189, qui a comparé chimio à chimio pimbrolizumab. Alors c'est une comparaison extrêmement indirecte, mais si on prend les survies à 1 an, on voit que dans les bras expérimentaux, on est à peu près sur le même taux de survivants à 1 an, et des hazard ratios qui sont assez comparables. Donc ce sera assez intéressant de comparer ces stratégies. Ensuite, on a eu une nouvelle présentation de l'étude Checkmate 227. C'est une étude extrêmement complexe, 1700 patients, énormément de modifications du critère principal de jugement et du design, l'ajout de bras, etc. Donc on va faire très simple. On va prendre le critère principal de jugement, c'est-à-dire la survie globale pour les patients dont la tumeur exprime PDL1, c'est-à-dire à peu près 60% de nos patients. Et on va comparer niveau IPI à chimiothérapie. Ça donne pour cette mise à jour une étude significative avec un hazard ratio un peu en dessous de 0,8. Ces données avaient été publiées dans le New England à la fin de l'année 2019 et sont donc là mis à jour avec à peu près 3 ans de suivi. Donc on confirme l'efficacité, mais là, à nouveau, le bras contrôle est chimiosol et on pourrait dire, est-ce que c'est le bras contrôle optimal qu'on aimerait voir aujourd'hui? Alors je vais faire le même exercice. Je vais reprendre la Checkmate 227, 1%, et je vais la comparer à celle qu'on vient de voir, la 9LA, en ne prenant que le sous-groupe des tumeurs dont qui expriment PDL1 à au moins 1%. Et on voit que là encore, si on met la barre à 1 an, on a dans les 2 bras expérimentaux un taux de survivants qui est globalement superposable, une différence assez notable sur la survie globale du bras contrôle. Il y a 71% de crossover dans la Checkmate, c'est-à-dire énormément de patients qui ont eu la chimio en première ligne ont reçu une immuno en deuxième ligne, ce qui donne une survie globale qui est assez impressionnante. Mais donc 2 stratégies qui vont être finalement assez superposables en termes d'efficacité. Une chose quand même, c'est que dès que l'on fait de l'immunosol ou immuno-immuno ensemble, sans chimiothérapie, on a un excès de mortalité dans les 6 premiers mois qui se traduit par un croisement des courbes de survie. Et vous voyez que dans la 9LA, on a rajouté 2 cycles de chimiothérapie, on a gommé cet effet d'hyperprogression ou de progression rapide. Donc peut-être un effet pour éviter, ces 2 cycles de chimio évitent que les courbes se croisent initialement et on a un bénéfice dès le début du traitement. Benjamin, si j'ai bien vu dans la 9LA, il y avait un bras nivolumab seul. Oui. Est-ce que les données ont été rapportées et comparées à dans niveau le New IPI? England, pas d'intérêt, enfin moins fort que niveau IPI, exactement. D'accord. Alors si on revient, la question qu'on va se poser, c'est que si cette association niveau IPI éventuellement associée à la chimiothérapie est disponible, qu'est-ce qu'on va en faire par rapport à notre maintenant standard chimio-immuno? Alors si on regarde le forest plot, on peut dire que pour IPI niveau seul, il faudra que la tumeur exprime PDL1, puisque c'est le critère principal de jugement. C'est les patients jeunes qui ont un vrai bénéfice, moins de 65 ans. Les patients en bon état général, beaucoup plus les PS0 que les PS1. Alors on sait ce que veut dire les PS1 dans cette étude, c'est des PS 1,7. Mais néanmoins, ça traduit bien que le patient doit être en extrêmement bon état général. Ce sont les patients qui ont fumé
les fumeurs en cours ou sevrés, mais pas les non-fumeurs qui ont un bénéfice. Et dès lors qu'il y a des métastases hépatiques, on a moins de bénéfices de l'association. Et on retrouve à peu près la même chose pour la 9LA. Là, c'est les patients de plus de 75 ans qui n'ont pas de bénéfice. Les patients avec un PS1 ont un bénéfice un peu moins fort que les PS0. À nouveau, les patients fumeurs et l'absence de métastases pulmonaires. Ce qui veut dire que dès lors qu'il y aura dès lors qu'il y aura des métastases hépatiques, on aura tendance à faire chimio-immuno. Dès lors que le patient sera âgé ou pas en parfait état général, on va dire que dès lors qu'il n'est pas hyper fit, on va probablement choisir un doublet chimio-immuno classique. Un dernier point, est-ce qu'il y a un nouveau checkpoint, un anti-TIGIT, qui est un point de contrôle immunitaire, et cette étude a comparé atezolizumab avec un placebo contre atezolizumab avec un anti-TIGIT chez des patients non prétraités dont la tumeur exprimait PDL1, stratifiée entre faiblement exprimé à 49% ou fortement exprimé. Je vous mets tout de suite les courbes de survie sans progression qui montrent un très fort intérêt dès lors que PDL1 est fortement exprimé pour l'association. Ça, alors qu'il y a 30 patients par bras, ça a soulevé beaucoup de commentaires et beaucoup d'espoir. Et je vais simplement avoir sur ma dernière diapo un tout petit peu de modération par rapport à cet espoir qui a beaucoup circulé. On se souvient dans le mélanome un énorme espoir avec l'Epacadosta, qui est un anti-IDO1, avec de la préclinique convaincante, avec une phase 2 extrêmement convaincante sur l'efficacité et une phase 3 totalement négative sur la survie sans progression. Alors c'est vrai qu'ici, juste un point de vigilance, parce qu'on a aussi des très belles données précliniques, on a aussi des taux de réponse qui sont très convaincants, mais attendons les données de l'essai randomisé avant de conclure. Donc, l'immunothérapie dans le poumon, c'était la confirmation dans le petite cellule de l'association chimio-immuno en première ligne, et puis Ipi/Nivo qui apparaît vraiment comme potentiellement une nouvelle option, mais pour des patients extrêmement sélectionnés. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, le cancer du poumon, c'est l'immunothérapie, on l'a vu, et comme dans beaucoup d'autres tumeurs, et comme dans beaucoup d'autres tumeurs, on se retrouve dans cette dualité immunothérapie ou thérapie ciblée. Et c'est vrai que dans le cancer bronchique, il y a eu quand même beaucoup de bonnes nouvelles concernant les thérapies ciblées, avec toute une série de cibles différentes, de maladies rares. Finalement, ce n'est plus un cancer bronchique. David, si tu peux nous faire le point, si tu veux bien. Des bonnes nouvelles cette année? J'ai envie de dire que des bonnes nouvelles, mais on a toujours beaucoup de bonnes nouvelles dans le poumon et surtout sur les thérapies ciblées. C'est pas que c'est assez facile, mais ceci étant, on les comprend mieux. La vraie question, et pour l'instant, ce qui est probablement peut changer dans le poumon, c'est qu'on les avait à un stade métastatique, on les aura peut-être demain à un stade plus précoce et sur l'adjuvant, sur le périopératoire, sur lequel on n'a fait aucun progrès en termes de thérapie ciblée. Et là, c'est vrai qu'il y a une étude qui est discutée et qui peut vraiment changer nos pratiques cliniques chez ces patients avec une mutation activatrice du gène de l'EGFR. Donc juste pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en était, il y a eu 2 études. La première qui est une étude asiatique, chinoise, c'est l'étude CETONG, qui est une étude randomisée, stade 2, stade 3A, mutation activatrice du gène de l'EGFR, et les patients étaient randomisés entre thérapie ciblée, gefétinib versus chimiothérapie. Donc on voit bien déjà que tous les patients n'avaient pas forcément de la chimiothérapie. Ceci étant, l'étude est intéressante. Objectif principal, la survie sans progression. On avait les données actualisées à 3 ans et à 5 ans. Et quand on regarde cette survie sans progression, l'étude est positive. L'étude est positive à 3 ans. Ceci étant, on voit que les 2 courbes se rejoignent assez vite et finalement, 4 ans, 5 ans, eh bien, on perd ce bénéfice du risque de récidive, même dans le bras gefétinib. Ce qui a été montré et actualisé, c'était les données de survie globale. On se dit toujours, chez ces patients, survie sans récidive, est-ce que ça se traduit sur un bénéfice sur la survie globale? Eh bien, malheureusement, non. Les patients ne vivent pas plus longtemps quand ils ont reçu le gefétinib en adjuvant, sachant qu'il faut noter que dans cette étude, encore une fois, dans les 2 groupes, il n'y avait pas forcément de la chimiothérapie et que les patients ne recevaient le gefétinib que pendant 2 ans. Il y a une vraie question pour se dire, est-ce que c'est suffisant sur ces thérapies ciblées, 2 ans de traitement? On avait déjà une autre étude avec l'erlotinib qui était aussi négative chez les patients qui recevaient 2 ans d'erlotinib. Et donc la grosse étude est vraiment ce qui pose une grosse question et ce qui peut vraiment changer nos pratiques, c'est l'étude ADORA, puisque là on passe à la 3e génération d'inhibiteurs de l'EGFR, qui est l'osimertinib, qui est devenu un des standards, voire le standard en première ligne
avec un bénéfice sur la survie sans progression, un bénéfice sur la survie globale chez nos patients mutés. Très jolie étude, randomisation, patients avec une mutation activatrice du gène de l'EGFR, asiatique, non asiatique. Les patients pouvaient recevoir ou pas de la chimiothérapie dans les deux bras et ensuite étaient randomisés entre osimertinib versus placebo et cette fois-ci pendant une durée de 3 ans de traitement. L'étude a été, en tout cas la levée d'aveugle, a été anticipée par le comité indépendant qui était censé uniquement regarder les données de safety. Ceci étant, ils ont vu les données en termes d'efficacité et quand on voit l'efficacité sur la survie sans récidive, eh bien, ils ont demandé à ce que cette levée d'aveugle soit anticipée, ce qui peut probablement aussi changer un petit peu l'interprétation qu'on aura ensuite sur les données de la survie globale. Et quand on regarde ces données de survie sans récidive, c'est quand même très impressionnant. C'est-à-dire que c'est du jamais vu dans le poumon sur de l'adjuvant. On se rappelle qu'on n'a pas changé nos standards depuis plus de 15 ans avec la chimiothérapie. Il faut se rappeler de l'étude YALT, chimiothérapie adjuvante, bénéfice à 5 ans, à peu près 5% sur la survie globale. Depuis, on est toujours sur ces standards. On voit qu'on a un hazard ratio à 0,17. La survie sans récidive à 3 ans est quand même impressionnante. C'est-à-dire que c'est 80% qui ne récidivent pas dans le bras osimertinib versus 29% dans le bras qui reçoivent le placebo. Donc c'est vrai que difficile, demain, si on a un patient EGFR muté, de ne pas l'exposer à un inhibiteur de l'EGFR comme l'osimertinib, avec une puissance quand même de retarder l'évolution de la maladie. Alors derrière, est-ce que l'ensemble de la population des sous-groupes en bénéficie? Quand on regarde les différents sous-groupes, la réponse, elle est oui. On voit qu'on est essentiellement sur un bénéfice qui est majeur. Sur les stades 2, les stades 3A, vous voyez des hazard ratios entre 0,12 et 0,17, ce qui est encore une fois hallucinant, quel que soit le type de mutation activatrice de l'EGFR et quel que soit le fait que les patients aient reçu ou pas de la chimiothérapie en adjuvant, ce qui sera aussi une autre question, savoir est-ce que finalement on a besoin d'exposer ces patients à la chimiothérapie en adjuvant? Est-ce qu'on a le même bénéfice de les exposer à l'osimertinib après la chimiothérapie versus sans chimiothérapie? Donc ça, les données nous viendront ultérieurement. Et puis toute la question de se dire, cette survie sans récidive qui est très jolie, très impressionnante, est-ce qu'elle se traduira finalement en un bénéfice sur la survie globale? Puisque le but, c'est potentiellement, il faut aller guérir ces patients qui ont été opérés. Est-ce qu'on contrôle simplement la maladie micrométastatique et qu'à l'arrêt du traitement, on va avoir l'émergence et qu'au final, on aura la même survie puisque les patients pourront recevoir l'osimertinib à progression? Ou est-ce que vraiment on est efficace sur cette maladie micrométastatique? Ça, c'est la vraie question et seule la survie pourra nous le dire. Est-ce qu'on va changer l'évolution naturelle de la maladie? Est-ce qu'on aura plus d'évolution sur le plan local, plus d'évolution sur le plan métastatique ou à l'inverse? Est-ce qu'on va changer le profil évolutif des métastases? L'osimertinib est ultra puissant pour le contrôle des métastases cérébrales. Est-ce qu'on n'aura pas moins d'évolution sur le plan métastatique au niveau cérébral, ce qui sera un plus pour nos patients? Il faudra regarder bien entendu les traitements qui seront donnés aux patients à récidive, la qualité de vie, puisque c'est recevoir un traitement pendant 3 ans. Ceci étant, les données de safety sont très jolies, avec un traitement qui est très bien supporté en termes de toxicité grade 1-2. Donc finalement, en termes de tolérance, c'est tout à fait acceptable pour les patients. Donc voilà un petit peu ce qui peut... C'est un vrai changement. Est-ce que demain, il va falloir qu'on teste tous nos patients EGFR? S'ils sont mutés, est-ce qu'il faut les exposer en adjuvant à l'osimertinib? David, j'ai rajouté une question à celle que tu as évoquée. Les résultats sont impressionnants, c'est évident. L'osimertinib, en tout cas à l'heure actuelle, est une molécule extrêmement coûteuse. Est-ce que pour avoir ce bénéfice, il faut une exposition prolongée? Qu'est-ce qui était prévu dans le bras expérimental en termes de durée de traitement? Sur le bras expérimental, on était prévu à 3 ans d'exposition de traitement. C'est-à-dire qu'à 3 ans, on s'arrête. La vraie question, et tu as raison, c'est de dire, est-ce que 3 ans, c'est suffisant? Est-ce que, comme d'autres maladies d'hormonothérapie, cancer du sein, etc., est-ce qu'il ne faudra pas aller à 5 ans pour être sûr de mieux la contrôler? Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut faire moins? Voilà, c'est ça. On peut poser la question dans les deux sens. Et donc, c'est pour ça que l'actualisation des données de survie sans progression va être intéressante, puisqu'on va commencer à voir les patients à l'arrêt du traitement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, est-ce qu'on voit vraiment un shift et plus de récidive? Et on sera peut-être poussé d'aller pousser plus loin l'exposition à l'osimertinib, ce qui veut dire pousser effectivement le coût par malade, etc. Ceci étant, si derrière, et c'est pour ça que le vrai deal, c'est d'avoir ce bénéfice sur la survie et de guérir ces patients-là, en fait. On est très clair dessus. Ok, merci. Très, très beau. Je t'en prie, continue.
Si on est derrière, c'est-à-dire que le GFR, l'autre question, c'est de dire, on revient sur les métastatiques. On a ce deal maintenant de comment augmenter le bénéfice chez nos patients métastatiques. Et de nouveau, en termes de survie, on a maintenant l'osimertinib en première ligne, troisième génération. Jusqu'à maintenant, on était sur la première génération et c'était de se dire, est-ce qu'on peut augmenter le bénéfice en ajoutant les anti-angiogéniques? Il y a tout un rationnel d'ajouter les anti-VEGF tels que le bevacizumab. On avait une très belle étude japonaise de phase 2, positive sur la PFS, négative sur la survie globale. Les Japonais derrière ont embrayé sur l'étude de phase 3, de nouveau positif sur la PFS, et on attendait les données de la survie globale. Donc c'est ce qui a été actualisé lors de ce congrès de l'ASCO. Et ce qui a été regardé aussi, c'est le fait que les patients qui étaient exposés, voyez, à un inhibiteur de tyrosine kinase plus ou moins le bevacizumab, et bien ensuite avaient de la chimiothérapie plus ou moins le bevacizumab. Et donc ils nous ont montré des données de survie sans progression qu'on avait déjà. On voit qu'elle est positive, c'est 13 mois versus 16 mois. Donc oui, on fait mieux sur la survie sans progression. Ils ont regardé ensuite la PFS2, donc de prendre 2 lignes thérapeutiques. On prend la séquence thérapeutique. Est-ce qu'on fait mieux de faire effectivement cet erlotinib, bevacizumab suivi de la chimiothérapie versus erlo suivi d'une chimio plus ou moins le bevacizumab? La réponse, elle est non. C'est-à-dire que sur la séquence thérapeutique, la PFS ne fait pas mieux dans le bras avec le bevacizumab en première ligne. Et donc finalement, on s'attend à ce que sur la survie, il n'y ait pas d'impact. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact sur la survie globale au final. On ne fait pas mieux de leur donner du bevacizumab. Vous voyez que le hazard ratio est à 1, donc ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne change pas. Si on veut faire de l'erlotinib, on fera de l'erlotinib seul. On ne l'ajoutera pas au bevacizumab. Deuxième étude, et pour chuter sur les récepteurs aussi HEA, mais cette fois-ci HEA2, et probablement dans le poumon, dans le métastatique, une des plus belles études qui va aussi changer nos pratiques. HEA2, il faut se rappeler, on le teste sur les plateformes INCA depuis la mise en place de ces plateformes. Ça fait globalement plus de 10 ans qu'on teste l'HEA2. On connaît ces patients-là. Les thérapies sont très décevantes sur les inhibiteurs de tyrosine kinase, même les anti-HEA2 dans le cadre du cancer du poumon. C'est à peu près 2% de nos patients. L'étude Destiny, donc c'est avec le trastuzumab deruxtecan, qui est cette molécule combinée, anticorps trastuzumab, anti-HEA2, le linker deruxtecan, associé à une drogue de chimiothérapie, un antitopoisomérase 1, qui est vraiment une vectorisation finalement de la chimiothérapie, avec ensuite l'effet anti-HEA2, des résultats absolument superbes dans le cancer du sein, des très beaux résultats aussi dans le cancer digestif, ce qui a été montré lors de cet ASCO. Et donc cette étude, 2 cohortes, une étude HER2 amplifiée, en tout cas surexprimée en immunohistochimie. On n'a pas les données, 42 patients. Ce qui a été montré, c'était les patients avec une mutation activatrice au niveau de l'exon 20, essentiellement des insertions. 42 patients qui recevaient la drogue au-delà de la première ligne sur le plan thérapeutique. On s'attend à avoir un bénéfice. On ne s'attendait pas forcément à avoir ce type de bénéfice chez les patients HEA2 mutés. C'est-à-dire qu'on est dans le même range de bénéfice qu'un patient EGFR muté qui reçoit un inhibiteur de tyrosine kinase. Vous voyez, c'est quasiment 62% de taux de réponse. La durée médiane objective de réponse n'est pas atteinte. Et on voit qu'une grande partie des patients, vous voyez, sont au-delà des 8 mois, 10 mois, voire 15 mois de traitement avec le trastuzumab deruxtecan. C'est globalement la révolution et un vrai changement chez ces patients HEA2 mutés qui vont recevoir cette drogue. On regarde ensuite la PFS. Ça se traduit sur un bénéfice effectivement qui n'a jamais été atteint en termes de médiane de PFS, c'est 14 mois. Donc on est complètement dans ce qu'on peut observer chez les patients EGFR mutés, ALK, Romagné, ROS1, BRAF, qui reçoivent une thérapie ciblée. C'est une drogue qui est bien supportée. On a un peu les effets de la chimiothérapie en termes de nausées, vomissements, un petit peu de toxicité sur la chimiothérapie. Et puis il faut suivre, il y a un petit peu de toxicité sur le plan pulmonaire, ce qui avait déjà été reporté dans le cancer du sein. Vous voyez qu'il y a 5 patients qui ont fait une toxicité grade 2, pneumopathie interstitielle, 4 patients qui ont pu reprendre le traitement, un seul patient qui a dû définitivement arrêter le traitement. On est sur un niveau de dose qui est le palier au-dessus de ce qui se fait maintenant sur le cancer du sein. Donc probablement qu'il faudra peut-être aller sur le palier en dessous. C'est en tout cas, c'est ce qui va se faire chez les patients qui sont immunohistochimie HER2 positifs. On peut comparer. Est-ce que, pardon, tu peux juste nous rappeler l'incidence des patients R2 mutés? On est à peu près sur 2%. 2%. On est 2% et les R2 protéines IHC positives, on est à peu près de l'ordre de 3 à 4% de nos patients. Donc, je veux dire qu'on est en dessous des patients ALK, on est à peu près sur la même incidence que les patients qui sont ROS1 finalement. Donc, c'est vrai qu'on peut se mesurer, on va toujours se mesurer, c'est indirect, on n'aura pas d'études randomisées bien entendu pour comparer. Mais vous voyez que la magnitude de bénéfice, c'est 60% de taux de réponse, médiane PFS 14 mois. On avait l'étude de phase 1 qui était déjà très impressionnante, qui avait les mêmes données. Si on compare trastuzumab, pertuzumab, vous voyez qu'on est 21% de taux de réponse. Les inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont
peu spécifiques HER2, pyrotinib, nératinib, poziotinib, afatinib, c'est 10-15%, c'est médiane de PFS de l'ordre de 4 mois globalement et très toxique. Donc ce qui veut dire que là, il n'y a pas photo, le trastuzumab deruxtecan est très au-dessus, ça doit devenir le nouveau standard thérapeutique chez ces patients qui sont HER2 mutés. C'est vraiment la plus belle étude poumon métastatique présentée à l'ASCO. Je résume ensuite les données qui ont été chez les patients Romagny-Rett. On est à peu près sur 1 à 2%. On a aussi 2 molécules qui sont 2 bombes, pralsetinib, selpercatinib, étude de phase 2, des mises à jour de l'étude. Vous voyez que des patients qui avaient reçu soit aucune ligne thérapeutique, soit qui étaient en deuxième, troisième ligne thérapeutique, c'est des données qui sont très jolies, hein, c'est 60 à 85% de taux de réponse. Et ce qui était montré lors de cet ASCO, c'était l'efficacité sur le plan cérébral, c'est important. Vous voyez que c'est très efficace, hein, c'est 56 pralsetinib, 82% pour le selpercatinib et des médianes globalement de PFS pour les 2 études. En tout cas, pralsetinib qui ne sont pas atteintes, on a 17 mois pour le selpercatinib. Il faut savoir que les 2 drogues sont enregistrées au niveau nord-américain. Donc maintenant, on espère qu'on puisse passer la vitesse supérieure au niveau européen et avoir un enregistrement, un accès sur ces drogues, puisque ces patients-là, on est capable et on va les tester au jour d'aujourd'hui dans le cancer du poumon non à petite cellule. Deuxième altération qui est à peu près du même range, c'est les mutations exon 14 de MET. Capmatinib, qui a déjà été montré, très belle efficacité, on a plus de 50% de taux de réponse. Molécule qui est enregistrée aux États-Unis, rien en France pour l'instant, en tout cas en Europe. Ce qui a été updaté, c'est les données avec le tepotinib, aussi un MET très efficace, ultra spécifique. Ce qui est assez joli dans cette étude de phase 2, c'est que les patients, altération de MET, étaient captés soit sur tissu, soit sur biopsie liquide, soit les deux. Et vous voyez qu'on a exactement le même taux de réponse. Donc, ce qui veut dire que peu importe que vous captiez l'altération sur le liquide de le sang, sur le tissu, et bien globalement, vous êtes sûr que le patient a cette altération au niveau tissulaire et vous êtes à 50% de taux de réponse, des médianes de PFS de 8 à 11 mois. Et on a eu les données un petit peu aussi actualisées, salvolitinib, même range de bénéfices, 50% de taux de réponse et médiane de PFS, vous voyez, aux alentours de 10 mois. Donc de nouveau, ça doit devenir un standard et on attend l'accès sur ces drogues pour lesquelles, pour l'instant, bien entendu, on ne les a pas. Dernière molécule, et on est un petit peu différent, mais encore une fois, molécule combinée, de nouveau un anticorps, un linker combiné avec une drogue de chimiothérapie, un antitubuline, donc qui est le SARC 408-701. Gros développement ici dans le département des phases 1, présenté donc par Anas Gaza, un de nos médecins du comité. C'est des patients qui vont globalement exprimer ou surexprimer le CEA CAM5. Ce n'est pas un driver oncogénique, mais ça nous permet d'avoir la cible sur les cellules tumorales. Il faut savoir que dans les adénocarcinomes, c'est 20 à 30% des patients qui expriment ou surexpriment cette protéine. Donc on a tout de suite la cible. Et puis ensuite, on a cette molécule combinée. Ce qui a été étudié, étude de phase 1, on avait 2 cohortes, soit les patients qui avaient une vraie surexpression immunohistochimie de plus de 50% des cellules tumorales, et les patients une faible surexpression entre 1 et 50%. Vous voyez que ces patients-là, il y a quand même une belle réponse. Si on compare indirectement docetaxel, on peut s'attendre à peu près à 10% de taux de réponse. On a 20% de taux de réponse, médiane de durée objective de l'ordre de 5,6 mois, et il y avait à peu près 40% des patients qui étaient stabilisés avec cette molécule qui était déjà pré-traitée. Donc c'est vrai que il faut attendre maintenant l'étude et la phase 3 qui va se mettre en place, qui va comparer chez ces patients CEA CAM5 positifs versus docetaxel. Mais on peut imaginer que patients sans altération moléculaire, on puisse aussi avoir un nouveau standard thérapeutique, donc vraiment à suivre dans le cancer du poumon, dans la petite cellule. Et puis je conclurai donc simplement par résumer rapidement. On a finalement ces cibles, on traite avec ces cibles. Benjamin nous a montré l'immunothérapie pour laquelle on n'a aucun biomarqueur. En l'absence de cible, bien entendu, l'immunothérapie avec la cible. EGFR osimertinib adjuvant, ça va discuter les DFS et la survie sans récidive. Elle doit vraiment nous questionner sur aller tester ces patients, exposer les patients à l'osimertinib. C'est quand même les plus belles données d'adjuvant qu'on n'a pas vues depuis quand même plus d'une décennie. Les mutations exon 14, tepotinib, salvolitinib. Le RET, pareil, pralsetinib, selpercatinib. HER2 muté, trastuzumab deruxtecan. Là aussi, ça va nous poser la question. On les teste au jour d'aujourd'hui, avoir accès rapide à la molécule. Et puis peut-être ces patients qui surexpriment CEA CAM5 avec la molécule conjuguée qui nécessite pour le coup, là, comme ce n'est pas un driver oncogénique, d'avoir l'étude de phase 3 qui va se mettre en place pour confirmer qu'on a vraiment potentiellement une nouvelle option thérapeutique chez les patients, peut-être sans altération moléculaire ciblable. Merci David et merci à tous les deux. Écoutez, c'était la dernière session de ce post-ASCO. C'était la première fois qu'on avait un ASCO virtuel et du coup la première fois qu'on avait un post-ASCO virtuel. Je ne sais pas si ça sera la dernière ou non.
Mais en tout cas, je voudrais vous remercier pour votre attention. Et puis j'en profite pour remercier tous les techniciens qui sont là et qui ont suivi toute cette soirée. Remercier évidemment tous les orateurs qui ont joué le jeu. Remercier tout particulièrement notre service de communication et spécifiquement Sébastien et Julie. Et puis enfin, remercier Audrey et Christine qui ont largement contribué à organiser tout cela. Merci encore beaucoup à vous pour votre attention et très bonne soirée. Au revoir.